quand on va jusqu'à utiliser l'armée, les forces de défense et de sécurité, pour distribuer des intrants, cela veut dire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, j'ai la fierté de dire que certes, il y a encore des lobbies, il y a encore de la diversion, mais je demeure absolument convaincu, plus de 90% des intrants maintenant aux producteurs. Directement aux producteurs. Directement aux producteurs. Okay. Et vous avez, attends, M. Ndiaye, est-ce que vous êtes d'accord que on ne peut pas produire 969 000 tonnes si on n'a pas semé? Je présume. On ne peut pas aussi récolter 969 000 tonnes si on n'a pas des engrais. Regardez, aujourd'hui, on a fait des innovations. Le bulk procurement programme. Seulement en achetant en go et en regroupant les achats, on a économisé 2 milliards. Pour moi, augmenter le rendement, c'est mettre plus d'argent dans la poche des producteurs. Ouais. Assurer l'eau pour que les producteurs puissent cultiver 12 mois sur 12, augmente l'activité économique. Qui dit augmentation de l'activité économique, augmentation de revenus. Est-ce que vous savez que parmi mes KPI, c'est quoi KPI? mes critères de performance, que son excellence le président, le Premier ministre m'ont donné, le nombre de mois de travail du cultivateur doit passer aujourd'hui de 3-4 mois à 7-8 mois. Oui. Et ça, pour le faire, absolument, il faut maîtriser l'eau. Faire des forages là où il n'y a pas d'eau, il y a où il y a de l'eau, il y a où il y a un fleuve, faire des canaux d'irrigation, la mécanisation, faire formaliser les paysans en coopérative agricole communautaire, bien les former, et aussi maintenant se connecter sur le marché. Parce qu'il produire une chose, oui, mais vendre et transformer et vendre est une autre chose. Tout à fait. Tout à fait. Raison pour laquelle moi je ne parle même plus de politique agricole, mais je parle de politique filière. Chaîne de valeur. On a montré sur la banane, on a montré sur le riz, on a montré sur l'arachide, on a montré sur la pomme de terre. Je vous donne un petit exemple. On produit 255 000 tonnes de pommes de terre. Mais on continue à importer des surgelés. Une usine de surgelés ne coûte pas 60 milliards. 20% de 60 milliards, c'est 12 milliards. Trouvez-moi 100 Sénégalais, ils mettent 12 milliards. Et ces Sénégalais existent. Mais attends. Vous les connaissez? Moi, je dis, je ne sais pas si ça existe ou pas, mais regardez le nombre d'immeubles qui poussent. Oui. Je me suis absolument convaincu que le secteur privé sénégalais, la diaspora, a un jour à jouer dans ça. Aujourd'hui, c'est la pomme de terre. Et je vais y revenir sur les spéculations horticoles. Les petits paysans sénégalais tournent aux environs de 25-30 tonnes à l'hectare de rendement. Au moment où les agribusiness comme Swami Agri fait 40 tonnes à l'hectare. Vous voyez la différence. Maintenant, moi, en tant que ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, mon job, c'est de tirer ces petits agriculteurs-là en les accompagnant pour refaire la santé des sols, en les accompagnant avec une autosuffisance en semences certifiées endogènes, en les accompagnant avec une bonne politique de fertilisation, au moment où les pays subsahariens utilisent moins de 20 kg d'engrais par hectare. Dans les pays qui nous envoient de la marchandise, c'est plus de 100 kg à l'hectare. Donc, cela montre combien il est vital de tirer cette petite agriculture familiale en les formant, en les formalisant à travers les coopératives agricoles communautaires, en trouvant des moyens de financement adaptés dans l'objectif d'atteindre les objectifs de rendement souhaités. La production arachidière, cette année, c'est 969 000 tonnes. C'est-à-dire que là, on retrouve les niveaux justement de 2017. Tandis que c'est une sorte moi, je dirais même pas les niveaux de 2017. Vous savez, il y avait des statistiques politiques. Et je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Non, mais touchons justement cet aspect-là. Mais non. Il semble que le ministère a quelques difficultés justement avec aussi peut-être les statistiques et les analyses. Absolument. Je ne le nie pas. Qu'est-ce qu'ils font un peu cette... Mais non, je vais vous dire ce qu'on est en train de faire. Oui. Je demeure absolument convaincu que c'est à la base qu'il va falloir peut-être collecter. Qu'il va falloir collecter. Okay. Aujourd'hui, ce que je compte faire, c'est de travailler avec les gouverneurs de région, les préfets, les sous-préfets, les chefs de village, pour faire la cartographie des surfaces cultivées. Le mapping des surfaces cultivées. Oui. Maintenant,
avec l'étude des carrés de rendement, indépendamment fait par les équipes de DAPSA, les équipes de l'ANSD et aussi les chercheurs des universités. Il y a aussi des structures comme Academia qui sont des ex-collègues de la Banque mondiale, qui sont en train de travailler avec les coopératives, associations de producteurs pour nous dire les vrais carrés de rendement. Est-ce qu'ils travaillent donc en synergie? Absolument. À Nioro du Rip, leur jour ne brille pas pour tout le monde. Si les champs ont été généreux cette année, le portefeuille des producteurs, lui, reste vide. Le problème, un démarrage de campagne qui tourne au ralenti. Officiellement, l'État a fixé le prix du kilogramme à 305 francs CFA, mais sur le terrain, ce chiffre relève de la fiction. Face à la rareté des points de collecte officiels, les paysans sont pris à gorge pour payer les dettes et nourrir la famille. Beaucoup n'ont d'autre choix que de brader leur récolte aux opérateurs privés. Les prix chutent alors brutalement. 225, 250 francs CFA, parfois même moins, c'est le règne du marché parallèle. Une situation d'autant plus frustrante que le gouvernement a autorisé l'exportation. Une mesure qui devait booster les cours et redonner l'espoir au monde rural, mais pour l'heure, l'effet de souffle s'est fait attendre. Pendant ce temps, les stocks s'entassent, faute d'entrepôts adéquats. Des tonnes d'arachides dorment à la belle étoile, exposées aux insectes et à la détérioration. À Nioro, l'urgence n'est plus seulement de produire, mais bien de sauver ce qui peut encore l'être. Des centaines de boxeurs passent des blocs administratifs, entre autres. Le marché aux poissons de Thiès sort de terre en moins de 4 ans. En inaugurant aujourd'hui le marché central aux poissons de Thiès, nous posons un acte politique fort. Nous affirmons avec clarté et responsabilité que la pêche n'est pas un secteur marginal, mais un choix stratégique majeur pour la souveraineté alimentaire, l'emploi, la cohésion sociale et la dignité de nos territoires. Cette cérémonie consacre bien plus que l'achèvement d'une infrastructure. Elle marque une étape décisive dans la transformation de la filière halieutique sénégalaise en parfaite cohérence avec les orientations de la vision Sénégal 2050. L'érection de ce marché constituera un fleuron de l'économie locale selon le maire de la commune de Thiès-Nord. Financé sur fonds propres par vos services à près de 2,5 milliards, va contribuer à booster l'économie locale, faciliter l'accessibilité des produits de la mer aux populations et en même temps désengorger le marché central de Thiès. Babacar Diop rappelle la genèse de la construction du marché, non sans inviter le ministre à corriger certaines velléités. ci vision bi nga xam moom le président de la République tracé du jub jubal jubbanti. Madame le ministre dañu lay ñaan ni ñu la xamee yow jàngalekat nga borom xam-xam nga liggéey ci concertation parce que loolu le président de la République woote xalaat boo ci mën a am d'accord nañ ko sa xalaat boobu déedéet ñëwuñu la doo fi def lii de xalaat boo ci am li ñu lay ñaan mooy nga waxtaan. Le marché central aux poissons de Thiès est financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA par l'Agence nationale des affaires maritimes. Aujourd'hui, nous réparons une injustice. Ce marché central aux poissons de Thiès, de 3200 m², fruit d'un investissement de plus de 2 milliards de francs CFA entièrement financé sur les fonds propres de l'Agence nationale des affaires maritimes, est la réponse d'un État qui écoute, qui comprend et qui agit. Il est la preuve tangible que la modernisation n'est pas un vain mot. Bâti sur 2 hectares, le marché est à cheval entre les deux façades maritimes de la région de Thiès, à savoir l'axe Mbour-Joal et l'axe Kayar, face Boye. En tant qu'universitaire, j'ai eu la chance d'être au cœur de l'action de l'État s'agissant de la gestion du numérique en tant que directeur de cabinet du ministre de l'économie numérique. Et j'ai pu voir avec l'autorité quelles étaient les contraintes du secteur, les potentialités, les obstacles également, et de voir également comment la politique du numérique est menée au Sénégal, et de restituer ma part de compréhension, aider à comprendre, et également d'impulser un débat public sur la question du numérique. Parce qu'aujourd'hui, le numérique change la manière dont nous pensons, la manière dont nous écrivons, la manière dont nous consommons les biens et les services.
Et on ne peut pas être une société sans pour autant réfléchir sur l'implication de tous ces changements par rapport à nos souhaits de développer nos pays. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision d'écrire un livre sur le numérique qui ne s'était jamais fait auparavant, parce que, ayant effectué des recherches dans le domaine, j'ai vu qu'au Sénégal, il n'y avait pas de livre ou d'études approfondies sur la question. Et donc je me suis proposé pour faire une étude martyre qui sera la base de toutes les réflexions à venir pour compléter, améliorer, afin d'aider l'État, les décideurs publics, les journalistes que vous êtes, les étudiants, le monde des décideurs politiques à pouvoir prendre les décisions par rapport à notre pays. Actuellement, tout gouvernement doit investir dans le numérique parce que sans le numérique aujourd'hui, aucune économie ne peut fonctionner durablement. On l'a vu récemment avec les questions de cybersécurité. La direction générale des impôts et domaines s'est levée un jour et ne pouvait pas travailler à cause du défi cyber. Et pour éviter ces écueils dans le fonctionnement de nos économies, il faut investir dans le capital humain. Il faut que nous soyons capables d'esquisser les attaques d'où qu'elles viennent et d'avoir à former des jeunes capables d'avoir un comportement proactif et de trouver des solutions à nos problèmes qui sont d'ordre national. C'est pourquoi je prône dans ce livre qu'on doit s'engager dans la production de technologies locales. Parce qu'une start-up, c'est un solutionneur. Et tout problème qui se situe dans l'espace national pourrait trouver une solution dans une application numérique. Et ça, j'ai donné tout à l'heure dans ma présentation l'exemple du transport. Le secteur est resté statique et des applications sont venues comme Yango et Hitch et ont bouleversé le secteur. Et donc, les acteurs traditionnels n'étaient pas capables de pouvoir réagir. Et bilan des courses, les chiffres d'affaires ont baissé drastiquement. Et tous les gens qui ont investi dans le secteur traditionnel ont aujourd'hui des problèmes grâce à la concurrence des applications technologiques. Comme vous le voyez, le préfet n'a ménagé aucun effort pour la tenue de cette réunion. On ne va pas parler de doléances, mais nous avons fait un peu le bilan en tout cas de l'édition de 2025. Donc nous avons énuméré les points forts concernant les services qui étaient présents. Nous avons aussi, en tout cas, listé quelques points faibles, si on peut l'appeler comme ça. Et nous avons aussi formulé des recommandations allant dans le sens de mieux améliorer l'organisation. Parmi les points faibles, il y avait le problème de la connectivité à Internet. Donc, comme vous l'avez tous constaté, donc à partir de 15 heures, on voit que les appels ne passent plus. Donc, ils étaient présents et ils ont pris des dispositions allant dans le sens d'améliorer ce service. Et, bon, ils ont aussi pris d'autres engagements en mettant à disposition du comité d'organisation une liaison spécialisée pour permettre à la presse de mieux relayer l'information. Sur le plan de la sécurité aussi, le commissaire il déléguait, en tout cas le commandant qui venait le représenter. Il a pris vraiment l'organisation à bras le corps. C'est lui-même qui a fait le déplacement pour montrer l'importance qu'il donne quand même à cet élément de sécurité. Donc l'année passée, il a mis à notre disposition plus de 460 agents et lui-même il a jugé que c'était insuffisant. Ici, au quartier Mermoz, nous avons rencontré ce jeune homme couvert de son pull. Il estime que le voyage du Premier ministre devait être effectué depuis. Il appelle le Premier ministre à gérer au plus vite le cas des prisonniers restés au Maroc. Moi, je pense qu'il devait partir depuis parce qu'il y a nos frères sénégalais qui y sont restés. Mais qu'importe, on doit aller soutenir ces détenus. Cet homme, quant à lui, est préoccupé par les relations entre le Sénégal et le Maroc. Il considère que tout doit être préservé. Je lus sur sa page Facebook qu'il a parlé longuement avec le Premier ministre marocain. Mais on ne doit pas oublier que le Sénégal et le Maroc ont de belles relations qu'on doit protéger. Cet autre jeune homme
sous le couvert de l'anonymat, a salué d'abord l'organisation de la CAN avant de partager ses attentes par rapport au voyage du Premier ministre. Pour lui, l'urgence est de libérer les prisonniers sénégalais au Maroc. Les lions sont partis et sont revenus en paix et Dieu nous a donné la coupe, donc on dit merci. On veut ceux qui sont restés là-bas. Dès qu'Ousmane Sonko arrive là-bas, qu'ils gèrent leur cas. C'était juste des jeux. En vue de prendre part à la 15e session de la Haute Commission mixte de partenariat maroco-sénégalaise, le Premier ministre prévoit un voyage. Du côté de la population, certains s'attendent à ce que ce déplacement entraîne la libération des prisonniers sénégalais au Maroc. D'autres pensent à la préservation des relations sénégalo-marocaines. 2 jours avant, parce que annoncé en commission technique. 2 jours avant, on devait connaître l'arbitre du match. C'était à la commission technique de l'annoncer. Nous avons posé des questions sur l'identité de l'arbitre, mais on nous a répondu que l'information n'était pas disponible. Tout le monde sait qu'il y a des délais pour récuser un arbitre. C'est à la veille du match, à 22h, qu'on a reçu la notification. Et quand Abdoulaye Sow les a interpellés, ils ont dit qu'ils voulaient protéger l'arbitre des pressions. Mais en réalité, on savait ce qui se passait. Nous ne pouvions plus contester le choix de l'arbitre. Durant le match, on avait préparé la lettre de protestation et de récusation. Ensuite, on l'a envoyé à la CAF alors qu'on était au stade. C'est pour vous dire qu'on est tout le temps en veille. Jamais un pays ne s'est autant opposé au Maroc parce qu'ils ont les moyens avec la vice-présidence de la CAF. Beaucoup de pays ont peur de prendre position contre eux. Le vice-président est mon ami, mais il y a des choses avec lesquelles je ne transige pas. C'est pourquoi on en est arrivé là. Mais il y a des choses duñ ko négocier, duñ ci transiger. Et lolu motax peut-être ñu agsi fi.